sommaire de cette édition, notre enquête sur la mort de Jean-Jacques Le Chenadec, tué en 2005 lors des émeutes de banlieue. 3 ans et demi qu'il est là. Donc on aurait pu faire des tas de choses, ça. Le coupable risque 15 ans de prison. Que diront les jurés? J'espère qu'il sera bien puni, son assassin, parce que franchement... Notre reportage sur une affaire de contestation de paternité. Écoutez, si on me retient mon petit garçon, je quitterai cette maison. C'est dur. C'est dur. Pierre Laurent est-il le père de son enfant? Qui c'est qui a coupé le cordon ombilical? Qui c'est qui l'a élevé depuis 5 ans? C'est moi. C'est personne d'autre. La délinquance au quotidien devant le tribunal de Laval, en Mayenne. Martine Lebrun préside les audiences correctionnelles. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. À la barre, toute la journée, injures, coups et blessures. Donc on cogne, on pleure, on cogne. C'est ça le scénario? Mais d'abord, notre enquête sur Jean-Jacques Le Chenadec, victime des émeutes de banlieue en 2005. Fontenoy-la-Joute, en Meurthe-et-Moselle. Il est 9h du matin. Nicole Le Chenadec vient se recueillir sur la tombe de son mari, Jean-Jacques. Trois ans et demi qu'il est là. Donc on aurait pu faire des tas de choses, ça. Il nous manque. C'est bien Sandrine qu'à moi. Mais heureusement que je suis avec elle. Heureusement qu'elle est là, Sandrine, tu sais, mon chéri. Moi, je suis pas seule le soir. Le 4 novembre 2005, Jean-Jacques Le Chenadec a été victime d'une agression qui lui a coûté la vie. J'espère qu'il sera bien puni, son assassin, parce que franchement... Tribunal de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. L'homme accusé d'avoir tué Jean-Jacques Le Chenadec va comparaître devant la cour d'assises. Il s'appelle Salah Alloul. Il encourt une peine de 15 ans de prison. Il est également jugé pour des violences volontaires à l'encontre de Jean-Pierre Moreau, qui était présent à côté de Jean-Jacques Le Chenadec le jour du drame. Jean-Pierre Moreau était le voisin et l'ami des Le Chenadec. 5 ans après le drame, il est toujours sous le choc. C'est surtout ça, qui connaît et qui demande pardon. Oui, il a intérêt à me demander pardon, surtout. Je ne m'arrêtais pas ça. Oui, Jacques. C'est ses qualités. Il a eu des défauts, mais il était très humain. Oui, très serviable. Très, très humain. Parce qu'il est mort pour rendre service à la collectivité, en fait. La famille de Nicole est venue au grand complet pour la soutenir. Joseph Le Chenadec veut comprendre pourquoi son frère est mort. Tout simplement ce qu'ils disent, pourquoi il a fait ce geste aussi brutal, aussi violent, pour en arriver à ce stade. Voilà, je demande simplement pourquoi. Bon, c'est vrai que j'ai pas passé une bonne nuit, mais c'est normal que là, ça approchait, que j'appréhende énormément certaines choses, de certaines choses qu'on va dire sur mon mari, quoi. Ça, c'est sûr. Je suis en train de revivre les événements. Je me retrouve un peu dans ma tête. En 2005, le 4 novembre 2005, c'est dur. Des policiers déployés. Le drame se produit pendant les émeutes qui enflamment les cités en 2005. Souvenez-vous, 2 adolescents poursuivis par la police se cachent dans un transformateur et meurent électrocutés. La banlieue s'enflamme. 4 tirs à balles réelles comptabilisés contre des policiers et des pompiers. 41 interpellations, 315 incendies de véhicules, des destructions de bâtiments publics et privés. Jean-Jacques Le Chenadec est une des victimes de ces émeutes. Dans quelles circonstances a-t-il perdu la vie? Il habite Estaing, en Seine-Saint-Denis,
une des villes les plus difficiles de la banlieue nord. C'est ici qu'il vivait avec Nicole depuis 37 ans. Elle nous ramène sur les lieux du drame, quand tout à coup des jeunes nous interpellent. Un reportage sur un incident qui a eu lieu ici. Avec le vieux? Merci pour le vieux. Hein. Là, c'est pour le vieux. Merci. Bah, on le connaît pas. Pourquoi vous l'appelez le vieux? Parce que c'est un vieux. Non mais vous rigolez, on est vieux à 60 ans? Oui, on est vieux. Vous êtes vieux, alors je voudrais bien que vous y arriviez jusqu'à 60 ans, vous. D'accord? Bon, c'est bon, Vous savez à qui vous parlez, là? On parle à qui? Ben justement, vous auriez mieux fait de vous taire. On parle à qui on connaît? Vas-y. Bonne journée. D'accord? Vous voyez comment est-ce? Donc ça prouve bien que, le vieux. Comment qu'il était baptisé, mon mari? Le vieux. Le quotidien des cités, Nicole le subit depuis des années. D'ailleurs, son mari et Jean-Pierre Moreau étaient souvent appelés pour essayer de régler les problèmes dans le quartier. Mais la nuit des émeutes du 4 novembre 2005 reste gravée dans la mémoire de Nicole. Voilà, alors donc il y avait le feu là. Donc Jean-Jacques est descendu, moi je suis descendue aussi. Donc, mais quand on est arrivé, le feu était éteint. Ça a été éteint avec des cuvettes d'eau. Les enfants étaient toujours assis sur le banc. Donc on a eu peur que ça continue, qu'ils remettent le feu aux poubelles. Donc Marie et Jean-Pierre, ils sont restés là. 4 ans après les faits, Jean-Pierre Moreau n'a rien oublié. Ça me... Ah, ça... Vous savez, c'est l'émotion qui remonte, là, ça... Et donc moi, j'étais adossé à la barrière. J'étais adossé. Jean-Jacques était ici, à côté de moi, là. Il est 21h15, quand tout à coup, un homme, le visage caché dans une capuche, se détache d'un groupe d'une quinzaine de jeunes et s'approche de lui. Il est arrivé près de moi. J'ai été surpris parce que je ne l'avais pas vu arriver. Il nous a demandé de quoi vous parlez. Et je lui ai dit de nos voitures. Mais en lui disant de nos voitures, j'ai relevé la tête, parce que je pensais qu'il me regardait pour parler, donc j'ai relevé la tête pour le voir. Au départ, je voyais ses mains, et après, j'ai relevé la tête pour le voir. Et c'est là que j'ai reçu un coup de poing, et donc à l'œil droit. Et bien sûr, par le choc du coup de poing, j'ai reculé. Ça m'a fait reculer. Et j'ai eu la sensation de tomber comme dans un puits. Et puis, quand j'étais donc par terre. Et quand je suis revenu à moi, eh ben, j'ai trouvé Jean-Jacques qui était, disons là, allongé, les pieds contre la barrière et qui était dans une mare de sang. Je ne connais pas dans ma vie de souvenirs plus terribles que ça. Voir un être humain mourir dans ses bras, voir un être mourir, perdre la vie comme ça, aussi incompréhensible. C'est incompréhensible pour moi. Pour moi, ça n'aurait jamais dû arriver, c'est pas possible. Il n'avait pas mérité ça, Jean-Jacques. Mais qui a tué Jean-Jacques Le Chenadec? Qui est le jeune homme à la capuche? Au départ, l'enquête piétine. C'est seulement 20 mois après la mort du retraité qu'un homme est arrêté par la police. Il se serait vanté dans la cité d'avoir frappé le vieux. Le suspect est connu des services de police. En plus, il est champion de France de boxe thaïlandaise. En garde à vue, il nie les faits. Mais le 16 juillet 2007, coup de théâtre. Un autre homme est dénoncé par les jeunes de la cité. C'est Salah Alloul. Placé en garde à vue, il avoue. Le champion de boxe thaï est libéré. Retour à la cour d'assises de Bobigny. Ce matin, la cour se penche sur les raisons qui ont conduit Alloul à frapper Jean-Jacques Le Chenadec. Pour l'avocat d'Alloul, Jean-Jacques Le Chenadec aurait tenu des propos racistes. J'ai cette impression au départ dans les débats qu'il y avait d'un côté les gentils et les méchants. C'est pas si simple que ça. Hein. Rien n'est blanc, rien n'est noir. C'est vrai que Salah Alloul dit que de toute façon, il a été emporté dans son élan lorsqu'on l'a traité de sale arabe. Hein. Lorsqu'on a 18 ans, c'est vrai qu'on ne doit pas porter un coup. On ne doit pas se faire justice soi-même. Mais je comprends que par moment, lorsqu'on n'a pas tout l'aspect fondamental de la langue française, quand on ne peut pas rétorquer, et quand on se fait insulter, eh bien qu'on puisse éventuellement porter un coup. Voilà. Devant les services de police, il dit « Moi, j'ai jamais entendu Le Chenadec tenir des propos racistes. » Et aujourd'hui, au service de leur thèse stupide, il vient dire l'inverse. Et c'est vrai que j'ai un peu perdu mon sang-froid. Et il cherche à avoir une excuse pour avoir frappé. Alors que l'excuse, il ment quand il dit que je l'ai insulté, que je l'ai, en fait, je lui ai donné des propos, j'ai tenu des propos racistes à son encontre. Je vois même parler de son grand-père. Mais c'est impensable. Moi, ça me choque qu'on puisse sortir une chose pareille. M'imaginez ça, mais
Alors que moi, je suis pour l'aide des personnes en difficulté et l'aide. Pour moi, il n'y a qu'une seule race les êtres humains. Une seule race. Quelle que soit notre couleur de peau, quelles que soient nos origines et tout, pour moi, il y a la race humaine. Pendant l'audience, l'accusé reconnaît les violences contre Jean-Pierre Moreau. Mais il nie catégoriquement avoir frappé Jean-Jacques Le Chenadec. Mais alors, si ce n'est pas Salah Alloul qui a frappé Jean-Jacques, qui est l'homme qui l'a roué de coups et qui l'a battu à mort? La cour d'assises n'a aucune réponse. Kader est responsable associatif à Stein. Il a témoigné en faveur d'Alloul. L'accusé, c'est un gentil garçon. Qu'est-ce que je peux dire de ce garçon? Je ne le savais pas impulsif, je ne le savais pas... pour moi, c'était un garçon sans histoire. Dans l'après-midi, Alloul veut parler, mais il a peur des jeunes de la cité, présents à l'audience. Il demande à la présidente d'évacuer la salle. C'est quelqu'un qui a été poignardé 2 fois en maison d'arrêt à Villepinte. C'est quelqu'un qui a demandé l'isolement, la protection, et puis c'est quelqu'un qui veut certes se protéger, mais aussi protéger sa famille. On a vu dans les débats qu'il avait qu'une mère, qu'il a été abandonné par son père. Donc voilà, si vous voulez, le choix cornélien de Salah Alloul. Soit il parle, et à ce moment-là, la protection, sans doute, de ses proches n'est plus assurée, soit il ne parle pas. Donc il est sur le fil du rasoir. Il est 19h30. La salle est vide. L'accusé va-t-il briser la loi du silence imposée par les jeunes de la cité? Peut-être va-t-il enfin dire la vérité. C'est en tout cas ce qu'espèrent Nicole et tous les amis de Jean-Jacques Le Chenadec. Qu'est-ce que vous pensez de ce rebondissement, justement? Justement, au moins, peut-être qu'on va savoir la vérité. Que M. Alloul aura le courage de dire que c'est pas lui et que c'est quelqu'un d'autre et qu'il est influencé par quelque chose. Mais l'accusé ne fait aucune révélation. Nicole est déçue. Elle ne connaîtra peut-être jamais la vérité sur la mort de son mari. Fin de la première journée, il est 22h30. Nicole rentre chez elle exténuée. Jean-Jacques Le Chenadec avait un rêve. Finir sa retraite à Fontenoy-la-Joute, en Meurthe-et-Moselle, loin de la ville et des problèmes de la banlieue. C'est ici, au milieu de la nature, que Jean-Jacques et Nicole venaient souvent se ressourcer. Entre Stein et ici, c'était la tranquillité, c'était le bruit, c'était l'environnement où il n'y avait pas tous ces jeunes qui étaient tout autour. Enfin, je pense que c'était ça qui, lui et mon mari, recherchaient ici. Le contexte de Stein, pour lui, c'était trop pénible. C'est dans cette maison que les époux Le Chenadec venaient se reposer. Il faut qu'il soit là, il faut que c'est une présence qui est là, tout le temps. Le plus dur, c'est le matin. Le matin au petit déjeuner, parce qu'il avait pris l'habitude de me préparer mon petit déjeuner, et ça, c'était quelque chose de très important pour moi. C'était une autre vie. À deux, c'était une autre vie. Toute seule, je peux pas rester toute seule comme ça. Tout le temps, toute seule, non. Non. C'est trop dur. Retour au palais de justice de Bobigny, avant-dernier jour du procès. Salah Alloul va-t-il dire enfin la vérité? A-t-il tué Jean-Jacques Le Chenadec? Ou est-ce l'homme à la capuche qui a frappé le retraité? Il va craquer, je pense, aujourd'hui ou demain. Enfin, je pense, j'espère, parce que moi, je craquerai aussi. Parce que ça vient pénible aussi. 14h30, c'est au tour des jeunes du quartier de témoigner. Ce sont eux qui avaient dénoncé Alloul à la police. Mais devant la cour, ils reviennent tous sur leurs déclarations. Personne n'a rien vu, rien entendu. C'est une chape de plomb ici. C'est une chape de plomb. Ces jeunes, oui. S'ils avaient vraiment la force de dire la vérité, mais comme ils ne sont pas francs, ces gens-là. Aucun. Quand on voit le comportement de ces jeunes, c'est scandaleux. Tout le monde joue au caïd, mais quand il y a une affaire grave comme il s'est produit ici, après, maintenant c'est pas moi, c'est l'autre. Mais comme ils ne peuvent pas le dire que c'est l'autre, tout le monde se tait. Ils ne veulent pas dire la vérité sur quelque chose qu'ils savent. Ça, c'est très dur pour moi. C'est pour ça que ça m'a fait pleurer, parce que ils savent et ils ne parlent pas. C'est ça. Nicole commence à craindre que la loi de la cité l'emporte devant la cour. Les témoignages s'enchaînent, mais aucun d'entre eux ne semble crédible.
Maître, pendant un moment, vous avez senti un peu en colère à la salle d'audience. Vous pouvez nous dire pourquoi? Oui, j'ai dit clairement à la cour que j'avais trop de respect pour ma robe pour continuer à concourir à ce bal de faux témoins. Ils lèvent la main droite et disent « je le jure », comme ils diraient n'importe quelle sornette ou bêtise. Ils ont bien plus peur de la loi de la cité que de la loi de la démocratie et de notre République. Et ça, c'est excessivement inquiétant, car ils s'en moquent totalement de venir dire n'importe quoi ici, mais dans la cité, on ne dit pas n'importe quoi. On ne balance pas les copains. Quand on arrive à mettre une étiquette sur un jeune, une balance, vous savez, après, c'est pour lui, dans la cité, c'est fini pour lui. Il ne peut plus bouger, il ne peut plus rien faire, Donc, bon, ça se comprend. C'est peut-être la vie actuelle qui est comme ça, mais c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, il y a quelque chose, on sent quand même que ça pèse lourd sur ce procès-là. C'est très lourd, on le sent. Dernier jour du procès. L'avocat général qui représente l'intérêt de la société fait son réquisitoire. Il requiert entre 8 et 10 ans d'emprisonnement à l'encontre de Salah Alloul. Les jurés peuvent décider qu'il est plus. Mais déjà, 10 ans, s'il avait 10 ans, Dernier acte du procès, la plaidoirie de l'avocat de Salah Alloul. Je plaide le doute. Je plaide l'acquittement, je plaide l'innocence en ce qui concerne les coups portés sur la personne de M. Le Chenadec. Et je plaide coupable en ce qui concerne le coup de poing porté à M. Moreau, et mon client le regrette. L'audience est levée, les jurés vont délibérer. Que vont-ils décider? Dehors, Nicole et sa famille attendent. Ils sont anxieux. Après 5 heures de délibération, le verdict tombe. Salah Alloul est reconnu coupable. Il est condamné à 5 ans de prison. Il a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés. C'est donc bien lui qui a porté les coups à M. Le Chenadec. C'est ça la chose la plus importante. Une partie civile ne se prononce jamais sur la peine. C'est la peine que la Cour a estimé devoir lui appliquer, c'est donc la juste peine. Sur la peine, je suis assez surpris qu'elle soit relativement clémente. Il peut sortir quand, monsieur Alloul? Je dirais, on peut s'attendre à ce qu'il sorte, je dirais à peu près dans 18 mois. Madame Le Chenadec, est-ce que vous êtes satisfaite du verdict? Disons que oui, puisqu'il était coupable, il était prononcé comme coupable, donc malgré tout, même s'il n'a pas reconnu avoir frappé mon mari, pour moi c'est quand même plus important. Le condamné a décidé de ne pas faire appel. Une vie va recommencer parce que malheureusement c'est comme ça. Nicole n'ira pas vivre seule dans la maison de campagne. Elle a décidé de rester à Stains. Pierre-Laurent Vernoy était un père comblé. Mais il y a un mois, il a perdu la garde de son fils, Raphaël, 5 ans. Et il risque aussi d'être déchu de ses droits parentaux. Son ex-femme, Dana, conteste sa paternité. Qui est vide malheureusement. Son lit, ses jouets, sa télé. Bon voilà, cette maison maintenant est un peu plus vide. Écoutez, si on me retire mon petit garçon, je quitterai cette maison. Il y a trop de souvenirs. C'est dur. C'est dur. Raphaël et Dana vivent aujourd'hui avec Philippe, le demi-frère de Pierre-Laurent. Le couple a eu 2 autres enfants et aujourd'hui Dana est heureuse d'avoir retrouvé Raphaël. Après 3 ans de bataille juridique, ça a été très très dur au départ et je suis vraiment contente parce que ça durait vraiment très longtemps. Trop longtemps. Voilà. Voilà, ça me fait pleurer. Pour Pierre-Laurent, l'histoire avait pourtant bien commencé. Je vais à Riga, en Lettonie, et puis par hasard, je rencontre Dana, 20 ans, très jolie. Je savais qu'elle était plus jeune que moi, je savais que c'était un risque, évidemment, par rapport à la solidité du couple. Mais elle me dit, moi, je veux fonder une famille. Dana est de 24 ans sa cadette. Le couple se marie en grande pompe en 2000. Et puis un beau jour,
1 an et demi après notre mariage environ, elle me dit, voilà, je suis enceinte. Moi, j'étais le plus heureux des hommes. Et Raphaël naît donc le 4 août 2004. J'avais une jolie femme, un beau bébé. J'étais le plus heureux des hommes. Mais pour Dana, le bonheur n'est pas tout à fait au rendez-vous. En fait, après notre mariage, tout a changé. Et, il est devenu très autoritaire vis-à-vis de moi. Il aimait bien de donner des ordres et il n'acceptait pas que je décide à sa place, quoi que ce soit. Pierre Laurent possède une maison à Saint-Martin, aux Antilles. Il demande à sa femme de partir avec Raphaël pour surveiller des travaux de réaménagement. La maison est voisine de celle de son demi-frère, Philippe. Je m'occupais des travaux de cette maison. Donc il s'est trouvé que depuis effectivement 1 an, je m'occupais régulièrement des affaires de Dana, de sa maison, de sa piscine. Il fallait s'occuper de beaucoup de choses pour M. Vernois. Et bon, il s'est trouvé qu'entre nous, en fin juillet 2005, on a une histoire d'amour qui a démarré entre nous. Et bah voilà. Et puis c'est vrai qu'en janvier 2006, oui, ça dure toujours, j'espère. Et en janvier 2006, quand elle est repartie pour Saint-Martin, le mari a appris qu'on avait une liaison. Et là, il a commencé à devenir beaucoup plus méchant. Ah, moi, je me suis senti vraiment trahi par lui. Venir escroquer son propre demi-frère, lui piquer sa femme, c'est impardonnable. C'est clair, c'est impardonnable. Et c'est là que donc, ça devait être en mars 2006, je demande le divorce. Une première audience est organisée devant le juge. Mais ni Dana, ni son avocat ne sont présents. La garde de Raphaël est confiée à Pierre Laurent. Il a raconté certainement, parce que je l'ai su par la suite, qu'effectivement, on lui avait volé son enfant, que c'était lui qui s'en était occupé depuis toujours, que sa femme, qui était une petite prostituée lettonne, est partie avec un amant à Saint-Martin en raptant l'enfant et en l'emmenant de force, etc., etc. Là-dessus, la décision a été prise par le juge. Et à ce moment-là, selon Dana et Philippe, le comportement de Pierre Laurent a complètement changé. Il a carrément coupé les ponts, coupé les vivres à sa femme, suppression de carte bleue. Et elle a été, on peut dire, virée de sa propre maison avec les huissiers. Elle avait sa valise dans la rue et c'était dehors, madame, vous rentrez en France, vous partez. Selon l'avocat de Pierre Laurent, les choses se seraient passées différemment. Elle a tout tenté. Elle a réclamé une pension alimentaire pour votre fils, puisqu'à ce moment-là, il était ton fils. Et puis cette pension alimentaire, elle ne l'a pas obtenue. Et le juge, qui a bien examiné le dossier, a décidé de te confier l'hébergement de cet enfant légitime. Dana fait aussitôt appel de la décision. Elle arrive en métropole en juillet, que fait Vernois? Il nous fait une deuxième assignation en plein mois d'août, pensant sans doute qu'il n'y aurait personne à mon cabinet, et en demandant carrément la suppression de l'autorité parentale de la mère sur l'enfant et la suppression de tout droit de visite. Donc il veut couper les ponts directement avec la mère et s'accaparer l'enfant. Mais en 2006, coup de théâtre. Toussaint 2006, je reçois un huissier sonne chez moi et c'est le procès en contestation de paternité où elle m'annonce que je ne suis pas le père. Selon Dana, le père de Raphaël est un autre homme, un photographe de 60 ans, un ami de Pierre Laurent. Il m'a présenté pour faire un peu de photos de mode. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et il était très souvent à la maison pour les dîners. Il était à notre mariage comme photographe. Et à partir de là, on s'est approchés. Pour prouver que Pierre Laurent n'est pas le père biologique de Raphaël, Dana demande au photographe de faire un test ADN. Il accepte, tout en précisant qu'il ne souhaite pas assumer son rôle de père. Le test est fait auprès d'un laboratoire espagnol. Il prouve que le photographe est bien le père biologique. Là, vous avez le test ADN qui a été fait à l'étranger et qui nous permet de pouvoir aujourd'hui prouver qu'effectivement Serge est bien le père de Raphaël et que Pierre Vernois n'est pas son père biologique. Voilà. Mais devant un tribunal français, ce test n'a aucune valeur. Pour être légal,
il doit être ordonné par une décision de justice. Pour Pierre Laurent, ce test ne change rien. Mais il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Qui c'est le papa de Raphaël? Qui c'est qui a coupé le cordon ombilical? Qui c'est qui l'a élevé depuis 5 ans? C'est moi. C'est personne d'autre. Le père génétique allégué, je ne sais pas si c'est ce photographe ou X ou Y. De toute façon, on ne veut pas en entendre parler. Raphaël, quand vous lui parlez de papa, papa, c'est moi. C'est pas... Donc il n'y a pas de doute pour moi. Pierre Laurent n'a aucun doute, mais pour la justice, qui est le père de Raphaël? Décidera-t-elle que c'est son père biologique? Pour éclaircir la situation, Pierre Laurent aurait pu passer un test ADN. Pour l'instant, il ne l'a pas fait. Dana a enclenché une procédure pour l'y obliger. Si le test de paternité, ce qui est fort probable, plus que probable, indique qu'effectivement il n'est pas le père, eh bien là, effectivement, il sera déchu de son droit de père. Donc, à la limite, il n'a aucun droit sur cet enfant. Cet enfant doit changer de nom, et ça passe. Ou éventuellement du nom du père, puisqu'il y a eu aussi une action en reconnaissance de paternité pour le père génétique, si vous voulez, l'enfant. Et bon, là, c'est fini, quoi. Hein. Pour lui, c'est terminé, quoi. Hein. Si le test est ordonné, en dépit que je considère et je continue à considérer que ce n'est pas l'intérêt de Raphaël et qu'il ne le demande pas, je me pose vraiment la question de savoir si je dois le faire ou pas. Le 2 juillet, la Cour d'appel de Versailles dira si Pierre Laurent est obligé de passer un test génétique. On estime aujourd'hui à 10% le nombre d'enfants dont le père légal n'est pas le père biologique. Tribunal de Laval, en Mayenne, dans l'ouest de la France. 2 à 3 fois par semaine, les délits de la vie quotidienne passent devant la chambre correctionnelle. Chaque année, 1 millier d'affaires sont jugées ici. Les peines peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison. Martine Lebrun est la présidente de cette audience. Elle exerce cette fonction depuis 20 ans. En correctionnel, ce sont les affaires qui, entre guillemets, enquiquinent les gens un peu tous les jours. Ce sont des violences conjugales, bon, ce ne sont pas les plus graves, bien évidemment, qui arrivent. Ce sont les violences à la sortie des bars. Ce sont les trafics de stupéfiants qui se font sur la place publique, au nez et au su de tout le monde. Une délinquance ordinaire qui peut conduire derrière les barreaux. Les 3/4 des 63 000 personnes actuellement incarcérées en France ont été condamnées par un tribunal comme celui-ci. Aujourd'hui, une quinzaine d'affaires vont être examinées. Il est 9h. L'audience commence par une bagarre à la sortie d'un bar. 2 individus alcoolisés ont frappé Anthony Moulet à plusieurs reprises. Dans la salle des pas perdus, la famille montre les photos de leur fils défiguré. Anthony a été retrouvé par les pompiers avec un traumatisme crânien et le nez fracturé. C'est pas une agression banale, c'est vraiment. Ah bah là, oui. C'était vraiment un acharnement. Voilà, il aurait eu une arme dans les mains, là. Je sais pas comment on l'aurait retrouvé. Hein. Pour ces violences, les 2 prévenus risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Ils reconnaissent les faits et comparaissent libres. C'est une maladresse qui aurait déclenché la bagarre. Un ami d'Anthony fait tomber un verre. Cela énerve les 2 prévenus qui l'agressent. Anthony s'interpose et reçoit d'abord des coups de l'homme en t-shirt gris. J'ai suivi au WC public à l'entrée, je lui ai mis 2 claques au visage et je lui ai dit de se barrer. Il est parti en courant en insultant. Pourquoi l'avez-vous suivi? Parce qu'au départ, il me gueulait dessus et après, il m'a foutu par terre. Je suis un peu étonné quand même qu'il ait pu vous foutre par terre, ou alors c'est vraiment que vous teniez plus sur vos jambes. Hein. Mais je vous dis, j'étais pas sur la défensive, moi il m'a pris au callback. Monsieur Moulet, vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez qu'effectivement vous êtes arrivé à mettre ce monsieur par terre? Bon. Monsieur, je vais terminer en disant j'ai halluciné quand j'ai vu les parents m'ont montré la photo du jeune sur un appareil numérique. J'ai halluciné quand je l'ai vu dans cet état. Oui. Là quand même vous avez un peu réalisé. Ensuite, c'est l'homme au sweatshirt noir qui s'acharne sur Anthony. Déjà condamné à 3 reprises, dont une pour violence, il risque plus gros. J'ai vu le jeune sortir des toilettes et partir en direction de Laval vers le rond-point. Moi, je pleurais car j'avais fait une connerie. Et alors, après avoir pleuré, je lui ai dit à nouveau que je vais le taper et je lui ai mis 2 coups de poing, 2 voire 3 au niveau du visage. Donc on cogne, on pleure, on cogne. C'est ça le scénario? D'accord. Alors, on va peut-être donner la parole aussi à Monsieur Moulet. Comment vous avez vécu les choses? Comment vous en rappelez? Comment ça se passe pour le moment? J'ai eu un peu de mal à m'en remettre du moins, psychologiquement.
J'avais eu du mal à dormir. Ouais. Quand vous les croisez dans la rue, il se passe quoi? Bah, je les évite. Et eux, vous évitent aussi? Oui. D'accord, il n'y a pas de provocation, c'est ça que je cherchais à savoir. Le procureur requiert 3 mois de sursis pour l'homme en gris qui a donné les 2 claques et 2 ans de prison ferme pour l'homme en noir. Son avocat tente de lui trouver des circonstances atténuantes. On a affaire à quelqu'un qui a reconnu et regretté les faits. Je pense que c'est important parce que c'est le premier pas dans la bonne direction, qui a ensuite mis en œuvre concrètement des moyens pour régler ce problème d'alcool qui, pour être un problème en pointillé, n'en est pas moins un problème bien réel, et je pense qu'il l'a maintenant compris. Et c'est la raison pour laquelle je demande à votre tribunal de faire preuve de la plus grande modération, compte tenu des circonstances et compte tenu, encore une fois, du fait qu'il est devenu tout à fait conscient de la situation. Qu'est-ce que vous avez à ajouter pour votre défense? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? C'est regrettable. Pour souligner sa volonté de changer, l'homme en noir explique qu'il est suivi dans un centre pour alcooliques. On parle de modérer le taux d'alcool, on est au début là pour l'instant. Puis je me marie au mois de juillet, donc mon ami... Bon, je vais vous dire, s'il n'y avait que les hommes célibataires qui buvaient, on aurait moins de monde dans les tribunaux. Hein. C'est pas le mariage qui empêche l'alcool. Hein. La présidente doit prendre seule sa décision. La violence, c'est toujours difficile parce qu'on est bien obligé de se dire, si on n'arrête pas par une sanction cet acte-là, jusqu'où iront les auteurs? Et on se dit, si on n'arrête pas maintenant, est-ce que demain ou après-demain, il n'y aura pas un mort? C'est maintenant l'heure du jugement. Bien. Alors le tribunal vous reconnaît tous les 2 coupables des faits qui vous sont reprochés. En répression, monsieur Gleichnou, le tribunal vous condamne à 3 mois d'emprisonnement avec un sursis mis à l'épreuve pendant une durée de 2 ans, avec une obligation de soins et une obligation d'indemniser la victime. Monsieur Chouan, ce qui vous concerne, vous avez 2 ans de prison, dont un que vous allez faire, auquel se rajoutera d'ailleurs les 5 mois avec sursis, et l'autre qui restera au-dessus de votre tête, lui aussi, pendant une durée de 2 ans. 1 an et 5 mois ferme pour l'auteur principal et 3 mois avec sursis pour son complice. Anthony, la victime, reçoit 6 000 € pour le traumatisme causé. L'audience se poursuit par une affaire d'outrage à Agen. Ce jeune homme, sous l'emprise de l'alcool, a insulté des policiers qui le forçaient à ramasser une poubelle renversée. Il nie l'avoir faite tomber. Pour les injures, il risque jusqu'à 6 mois de prison. Monsieur, on vous reproche d'avoir, le 11 mars 2009, outragé par parole, gestes, menaces, etc., le brigadier de police dit mouvement personne dépositaire de l'autorité publique, assénant des injures dans le genre bande de merde, enculé, poulet, sale race, je t'encule, je vais suivre un policier, etc. Bon, c'était pas lui particulièrement que j'insultais. Oui, j'ai vu que tout le monde y a droit. Si je suis condamné dans cette affaire, je suivrai un policier n'importe quel, le plus petit de préférence, et je le frapperai. Je trouve qu'il est normal d'insulter les policiers, tout le monde le fait. J'étais pas ivre. Non, mais je me rappelle parfaitement. Vous n'étiez pas ivre? Non. Alors, quelle est votre position par rapport à ce qui vous est reproché? Si on m'avait pas mis au poste pour une poubelle que j'avais pas renversée, je les aurais jamais insultés, tout simplement. Vous continuez à dire que c'est normal d'insulter les policiers? Bah, c'est pas faux dans le sens que tout le monde le fait, quoi. Vu Si tout le monde le faisait, la salle serait pleine de gens qui sont poursuivis pour les mêmes faits que vous. Ça, c'est ma position, ça j'en suis sûr. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour que je les insulte, et je l'ai fait. Monsieur le procureur, quelles sont vos réquisitions dans cette affaire? Rapidement, Madame le Président, je crois que monsieur est dans sa logique, il n'en sortira pas. Et on sent bien qu'il ne faut pas grand-chose de toute façon pour qu'il démarre et pour qu'il soit à nouveau sur le même registre. Donc ça ne peut pas bien se passer, effectivement, à chaque fois qu'il a un contact avec les services de police. Et il a tout de suite le propos qui est le propos agressif. Donc je vous demande de retenir sa culpabilité sur ces faits. J'allais vous requérir d'envisager de prononcer à son encontre une peine de travail d'intérêt général, mais ça m'étonnerait qu'il accepte. Alors, monsieur le procureur requiert un travail d'intérêt général, c'est-à-dire que vous acceptiez de travailler bénévolement pour une association, une collectivité, pendant un certain nombre d'heures que le tribunal pourrait fixer. Et ce que je voudrais d'abord vous demander, c'est est-ce que vous l'accepteriez? Ça dépend, ce serait quel genre d'association? Il faut voir c'est quoi le travail, quoi. Moi, je ne vais pas les nettoyer les chiottes non plus, quoi. Je vais dire, c'est une sorte de question. Bon, alors on va considérer que c'est non. Si on n'arrive pas à un moment donné à ce que les gens prennent conscience qu'ils ont dépassé la ligne, la barrière autorisée, on aura beaucoup de mal à travers même une sanction à les faire re-rentrer dans les clous. Une des choses qui est importante quand on prend une décision, c'est d'essayer de trouver non pas la peine qui fera plaisir à celui qui va être condamné, on n'est pas là pour faire plaisir ni aux uns ni aux autres, mais peut-être la peine dont il aura le sentiment qu'elle est adaptée à
à ce qu'il a fait. Alors le tribunal prend acte du fait que le travail d'intérêt général ne vous enthousiasme pas, donc vous condamne à une peine de jour amende, c'est-à-dire que vous avez 30 jours à 10 € par jour. Je pourrais balancer 300 €, tout ça parce que j'ai accusé un flic. Donc il est hors de question, je paye. Quoi. De toute façon, la décision est prise. Si elle ne vous convient pas, vous avez 10 jours pour en faire appel. Je ne ferai pas appel non plus. L'accusé ne compte ni faire appel, ni payer. Dans ce cas, son amende risque de se transformer en peine de prison. À la rigueur, je préfère faire une semaine en prison qu'aller payer 300 €, ça c'est sûr. Hein. Pendant une semaine de travail, ça donne 6 fois 5. Ça fait 300 € en brut. Franchement, faire une semaine de prison, peinard, à rien foutre, tranquille, et que payer 300 €, ça c'est sûr. Hein. Il est 16h, c'est la dernière affaire de la journée. Un dossier plutôt original. Ces 3 jeunes de 18 ans ont égorgé et mangé 2 biquettes du jardin public de Laval. Une affaire qui a ému toute la ville et fait les gros titres de la presse locale. La SPA et la Fondation Brigitte Bardot se sont portés partie civile. Les 3 jeunes risquent jusqu'à 5 ans ferme pour vol et actes de barbarie. Mais si on vous reproche d'avoir à Laval commis des sévices graves ou des actes de cruauté, en l'espèce avec égorgement et des découpes de morceaux de viande envers un animal domestique apprivoisé ou captif, en l'espèce de biquettes, ce sont des petites chèvres naines qui sont dans le parc de la Périne, on en appelle donc des biquettes. Un animal que vous maltraitez, ça interroge toujours la justice sur qu'est-ce que les gens peuvent avoir dans leur tête pour arriver à faire des actes comme ça. Il y a du sang, il y a des cris, voilà. Donc la question, c'est que ça interroge sur le comportement. Et on a toujours un peu quelque part dans la tête que est-ce qu'on a une garantie que ça ne serait, entre guillemets, que sur des animaux. Les accusés ont été retrouvés car le jeune homme du milieu a dénoncé à la police son copain de droite comme étant l'auteur principal des faits. Vous pouvez nous dire un peu pourquoi vous le décrivez comme une personne dangereuse, monsieur ? Parce qu'il se vante de ses délires. Il se vante de ses délires. Alors c'est quoi les délires de monsieur ? Il aime la violence. Il aime la violence. Il aime faire souffrir les animaux. Il aime faire souffrir les animaux. Et qui possède des armes chez lui. Et qui possède des armes chez lui. Le principal mis en cause nie en bloc. Fraîchement entré dans l'armée, il sait que sa carrière militaire est en jeu. Vous, monsieur Knoïd, depuis le début, vous dites que vous n'y êtes pour rien. Que vous n'y étiez pas et que vous ne voyez pas de quoi on parle. C'est ça. D'accord ? C'est toujours votre point de vue aujourd'hui ? Oui. D'accord. Il persiste à nier et sa famille est venue le soutenir. Une famille de militaires dont l'honneur est en jeu. Sa mère est appelée à la barre. Elle fournit à son fils un alibi pour la nuit des faits. Elle a passé la journée à la maison. Le soir, il a eu un coup de téléphone de son ami lui disant que ça s'était très bien passé pour son bac blanc. Et il m'a demandé, maman, est-ce que je peux prendre une bouteille de cidre ? J'ai dit oui. Il m'a dit, je vais chez mon frère passer la soirée. Voilà. Est-ce que vous le décririez comme un enfant nerveux ? Pas spécialement. On ne l'a pas appris à faire des choses comme ça. Nous, on est plutôt... on respecte les autres, on respecte les animaux. Ça, je peux vous assurer, madame le juge, que pour nous, c'est vraiment... les bêtes, c'est sacré. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Bien sûr que... les témoins, c'est la famille. Mais on a là des gens qui sont des gens parfaitement honorables. C'est pas du tout le problème. Je leur jette pas la pierre à ces gens-là. Quoique, parce que faire un faux témoignage devant une juridiction correctionnelle, tout de même. Mais on voit bien que tout ça, c'est du témoignage de complaisance. Et qu'on a simplement essayé, effectivement, de l'accompagner jusqu'à cette audience pour faire en sorte, effectivement, qu'il en sorte au mieux et que, surtout, il ne compromette pas sa carrière professionnelle. Donc, je vous demande de retenir leur responsabilité à tous les 3 et d'envisager de prononcer à leur encontre, s'agissant d'une peine d'emprisonnement à hauteur de 4 mois, dont je souhaiterais que ce soit une peine d'emprisonnement avec sursis. Pour les 2 autres auteurs, le procureur demande 2 et 3 mois avec sursis. L'avocat du principal accusé met en cause l'homme qu'il a dénoncé à la police. Ils viennent nous dire, les 2 nuits de suite, vers minuit, 1h du matin, on a eu un petit creux, parce que on avait faim, enfin c'est tout au moins ce que j'ai lu. On se souvient qu'à la Périne, il y a des chèvres,
On se précipite à la Périne, on a couru après la chèvre, on l'a égorgée, on l'a fait sauter par un talus, et puis après on est rentré chez Sorin et miam miam. Peut-on vraiment se contenter d'accusations d'une personne délirante? C'est n'importe quoi. Je dis dans ce dossier que vous n'avez pas les éléments de preuve suffisants vous permettre de retenir la culpabilité de Croix-Victor. C'est pas possible. Bien, alors ces 3 messieurs se lèvent, viennent à la barre. Alors le tribunal, après en avoir délibéré, vous reconnaît tous les 3 coupables des faits qui vous sont reprochés. En répression, monsieur Croix-Victor, vous êtes condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec un sursis mis à l'épreuve pour une durée de 18 mois. La juge condamne le principal auteur à une peine plus lourde que celle requise par le procureur. Les 2 autres écopent de 4 mois avec sursis. Tous les 3 doivent verser 1 000 € de dommages et intérêts à la mairie pour qu'elle rachète les biquettes et 2 000 € à la SPA et à la Fondation Brigitte Bardot pour préjudice moral. Excédé par sa condamnation, l'auteur principal sort brusquement de la salle d'audience. Il peut encore exercer son métier de militaire, mais son casier judiciaire n'est plus vierge. Je dis que c'est une belle erreur judiciaire, quoi, parce que notre fils est complètement innocent. Et complètement, nous, on le sait, au fond de nous, parents, on le sait où il était. Mais de toute manière, il était avec nous. Il était avec nous. Dans la salle des pas perdus, le jeune homme ne parvient pas à se calmer. Emmenez-le dehors. Heureusement qu'il ne s'est pas présenté comme ça devant le juge, parce que là, il aura encore renforcé l'intime conviction du juge. Bon. Il est 19h, une quinzaine d'affaires comme celle-ci ont été jugées dans la journée. Des affaires de violence ordinaire qui font des victimes tous les jours et qui remplissent les prisons. Ce que je trouve le plus inquiétant, ce sont les personnes qui ne reconnaissent pas des faits de violence. Parce que là, on se dit, il y a un risque que ça puisse recommencer. Quelle que soit la violence qui a été commise, si la personne admet qu'elle a pu la faire, elle peut déjà se regarder et elle peut travailler sur elle-même pour se dire « qu'est-ce qui m'a appris d'en arriver là ?» Mais tant que la personne ne reconnaît pas, et qu'elle ne reconnaît pas non seulement par rapport à la justice, mais qu'elle ne reconnaît pas par rapport à elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne se reconnaît pas capable d'avoir fait ce qu'elle a fait, je pense qu'elle ne peut pas beaucoup évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète un peu en me disant « c'est pas impossible qu'on puisse un jour revoir ces gens-là ». Fait divers Le Mag revient au mois de septembre. Non plus sur France 2, mais sur France 3, le dimanche à 16h. Bonnes vacances et à bientôt.